Bonjour à tous, bienvenue à Débat de presse. L'émission est en direct chaque dimanche à partir de 11 h sur les antennes de la RTB. Elle permet à des journalistes de la presse nationale de commenter, d'analyser et de décrypter les grands sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale au cours de la semaine. Pour ce dimanche, 4 sujets nous intéressent. Il s'agit de la dissolution du conseil municipal de Saponné par le conseil des ministres du 14 décembre dernier, de la commémoration du 19e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo, du 57e anniversaire de la fête nationale qui s'est achevée à Gawa, et enfin nous parlerons du sommet sur le financement du G5 qui s'est tenu à Paris le 13 décembre dernier. Autour de la table, je suis en compagnie de 4 invités. Il s'agit de Bernard Bougouma de Watt FM. Bonjour Bernard. Bonjour Salut. Nous avons avec nous Soumaïla Rabo de la radio Savane FM. Bonjour. Bonjour Salut. Autour de la table également Paul Miki Rwamba de Wara FM. Bonjour. Bonjour Sagnon et bonjour à tous. Et enfin, Lassane Osé Ouedraogo des éditions Sidoya. Bonjour. Bonjour Sagnon et bonjour aux téléspectateurs. Merci à tous en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors le Conseil des ministres du jeudi dernier a décidé de la dissolution du conseil municipal de Saponné pour préserver l'ordre public et garantir la continuité du service public. On rappelle que les élections avaient déjà été reprises donc dans cette commune le 17 mai dernier, et malgré cette reprise, on n'est pas sorti de la crise. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette décision du Conseil des ministres? Rabo. Merci Sagnon. Je pense que le Conseil des ministres est allé un peu trop loin et trop vite. Ça, c'est un point de la responsabilité. Je pense que les fils et filles de Saponné aussi ont prêté le flanc. Donc, je crois que les responsabilités sont partagées. Côté gouvernement, et pour ce que moi j'ai ouï dire, c'est que dans la bagarre interne au MPP, certains responsables du parti au pouvoir, qui sont même au gouvernement, avaient choisi de prendre parti pour un des camps au sein du MPP, le camp qui n'est pas passé aux élections lors de la désignation du maire. Et donc, ces responsables du MPP là et du gouvernement ont tout fait pour que ceux qui sont présentés comme les indisciplinés du parti ne puissent pas gouverner et donc ne puissent pas gérer la commune. Je crois que c'est ce qui pourrait expliquer le laxisme des forces de défense et de sécurité quand elles sont allées sur le terrain pendant que les gens aiguisaient leurs machettes, pendant que les gens avaient leurs gourdins, avaient leurs pierres pour lapider d'autres personnes. Les forces de l'ordre n'ont pas du tout réagi il y a quelques semaines de cela. Et donc, c'est ça la responsabilité du gouvernement qui manifestement voulait que les fils et filles de Saponné en viennent aux mains pour qu'on dissolve le conseil municipal. La responsabilité des fils et filles de Saponné, moi je crois que même s'il y a des gens qui ne sont pas de votre localité, qui ne veulent pas de votre bien, il faut savoir raison garder pour l'intérêt général, prendre vos responsabilités, taire vos querelles, parce que la querelle, en réalité, elle est vieille. C'est une querelle entre Saponné Marché et Karkoudgui. Vous savez, au passage, moi, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur la radio locale de Saponné et j'avais travaillé sur radio locale et développement participatif à Saponné. Et j'avais eu un incident avec le regretté Nava Padré en son temps, parce que quand je suis allé pour l'interviewer au sujet de ce que la radio fait pour susciter le développement dans la commune, il m'a dit non, si tu es venu pour qu'on parle de la radio, il faut quitter ma résidence. Parce que moi, je ne parle pas de la radio. Ça veut dire que de longue date, il y a un problème de consensus entre Karkoudgui et Saponné Marché, entre les acteurs du développement à Saponné, mais ça ne doit pas être trimballé sur le terrain politique. Parce que ce qu'on vous demande à travers la décentralisation, je parle aux gens de Saponné, c'est de vous mettre ensemble sur le minimum pour faire avancer votre commune, parce que si vous vous amusez à tomber dans la délégation spéciale comme c'est le cas aujourd'hui, vous allez regarder les autres communes se développer à côté de vous. Et je crois que c'est cette hauteur de vue et d'esprit-là que les fils et filles de Saponné n'ont pas eu. Ils se sont exposés et le gouvernement les a bien eus, parce que le gouvernement cherchait ça. Et c'était visible, c'était prévisible, en tout cas depuis de longues dates. Alors,
vous avez dit dans votre développement, on a l'impression, en tout cas, à vous entendre, que le gouvernement est allé trop vite en besoin. Non, le gouvernement cherchait ça en fait. Le gouvernement cherchait la petite bête pour dissoudre le conseil municipal. Parce que j'ai dit, comme le gouvernement est géré par les premiers responsables du MPP et que les consignes des premiers responsables du MPP n'ont pas été respectées, parce que les premiers responsables du MPP avaient demandé d'élire Idrissa Ouedraogo, l'ancien maire qui avait été élu en 2016, ça n'a pas été fait. Au nom des querelles entre villages, les gens de Saponais ont préféré désigner quelqu'un d'autre qui n'est pas de Saponais marché, comme Idrissa Ouedraogo. On m'a même dit qu'il est de Pissi, il n'est pas de Karkouidgui. Donc c'était tout sauf Saponais marché. Hein, on a fait du tout sauf Saponais marché, ce qui est arrivé. Et donc il fallait que les premiers responsables du MPP trouvent maintenant la petite bête. Et la petite bête, ce sont les violences, c'est l'incendie de la mairie. Et donc, ces premiers responsables du MPP là, qui voulaient qu'on arrive à la délégation spéciale, ont trouvé l'argument. Ou vous voulez, si vous voulez, le prétexte. Ce n'est pas l'argument, c'est le prétexte, puisque c'est ce qu'ils cherchaient. Un alibi pour dissoudre le conseil municipal. D'accord. Paul Miki, est-ce que vous partagez l'avis de Rabo sur cette C'est tout à fait exact ce que Rabo a dit. La situation de Saponé, à mon avis, ça pose un certain nombre de problèmes. Parce que cette décision du Conseil des ministres dont nous parlons ce matin, pour moi, c'est ni plus ni moins qu'un déni de démocratie. Parce qu'en matière de démocratie, une telle décision ne devrait pas venir. Je m'explique. Voyez-vous, lorsque le premier conseil municipal de Saponé a été mis en place après les élections de 2016, à l'occasion desquelles toutes les communes sont allées aux urnes, on a connu un conseil municipal qui a eu des problèmes de fonctionnement parce que l'opposition politique à l'époque était dans une dynamique de boycott des sessions parce qu'elle estimait qu'elle n'avait pas de poste de responsabilité. Les élections se sont passées en son temps, on avait même dit qu'il fallait soutenir le conseil municipal qui était dirigé par Idrissa Ouedraogo. On n'avait pas compris pourquoi l'opposition était dans cette dynamique de boycott des sessions. Mais finalement, les sessions n'ont pas pu se tenir jusqu'à ce que Saponé tombe sous délégation spéciale avant donc qu'on ait la reprise des élections en 2017. On a repris les élections, comme Rabo l'a dit, on avait un candidat officiel du MPP qui était désigné, qui était l'ancien maire Idrissa Ouedraogo, qui malheureusement était battu par un autre candidat du MPP. On n'a rien à reprocher sur la façon dont les élections se sont passées à Saponé. Parce que le haut-commissaire était là, elle a supervisé les élections, ça a été validé, les PV sont partis, donc il n'y a aucun problème de conflit avec la loi. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le maire élu était en conflit avec son parti parce qu'il n'a pas respecté les consignes justement du MPP. Et là, oui. Les opposants donc, à ce maire parlent de trahison. Oui, on parle de trahison à l'intérieur du parti, mais si vous voulez, la trahison, c'est l'autre nom de la politique. Rappelez-vous que des gens ont travaillé ensemble pendant 27 ans, ils se sont trahis et on applaudit aujourd'hui. C'est le propre de la politique. Il y a des trahisons. On peut trahir le parti et se mettre du côté de la majorité et c'est une bonne trahison. C'est ce que bien sûr on a fait en 2014 avec ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Ils ont trahi leur propre parti, ils se sont mis du côté de la majorité et ils sont aux affaires. Donc c'est comme ça, la même chose à Saponé. Le maire Abdoulaye Compaoré a certes trahi son parti, le MPP, mais il s'est mis du côté de la majorité. La preuve est qu'il a été élu avec brillance à Saponé. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que le MPP, apparemment, n'a pas digéré justement cette trahison. Et on a utilisé les moyens de l'État pour mettre la pression jusqu'à ce que le conseil municipal tombe. Rappelez-vous, lorsque le conseil municipal était en place, il n'avait pas de problème, mais chaque fois qu'on convoque une session, on a des jeunes qui sortent, qui manifestent. Ici, sur la RTB, vous avez diffusé des images de jeunes qui étaient en train d'aiguiser leurs machettes à Saponé, comme si on était à la veille de Tabaski pour des sacrifices de moutons. Mais c'était pour aller s'attaquer justement à d'autres personnes. En son temps, aucune cartouche de gaz lacrymogène n'a été lancée à Saponé. Donc, c'est un laxisme de l'autorité. Moi, personnellement, j'ai été victime de ça en traversant justement la route pour aller dans la localité de Léo. On a été bloqué, on a fait demi-tour pour revenir à Ouaka. Beaucoup de gens comme ça ont été victimes de ces actes d'incivisme-là sans que l'autorité ne réagisse. Donc, aujourd'hui, on a tout fait pour entretenir une crise artificielle qu'on aurait pu régler. Parce que si l'administration est effectivement dépolitisée, à mon avis, il fallait mettre de l'ordre à Saponé pendant qu'il était temps. On a laissé faire jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on sorte dans un conseil des ministres, on dit que le conseil municipal n'arrive pas à se réunir et qu'il y a un dysfonctionnement. Non, il n'y avait pas de dysfonctionnement parce qu'il n'y avait jamais eu de problème de quorum à l'actuel conseil municipal. C'est ce qu'il faut relever. Chaque fois que le maire a convoqué une session, le quorum était atteint et largement atteint. À chaque fois, c'est l'autorité qui appelle, la tutelle rapprochée qui appelle pour dire qu'il faut reporter
la session parce qu'il y a des risques d'insécurité. Et la session est reportée. Mais 2 fois de suite, le conseil municipal a outrepassé cela et a tenu sa session. Et ça s'est super bien passé avec un quorum qui est largement atteint. Donc, voyez-vous comment est-ce que l'autorité a entretenu cette crise artificielle pour venir ramasser des arguments, remettre dans un conseil des ministres pour dire qu'il y a un dysfonctionnement à Saponé. Pourquoi est-ce qu'on s'entend justement de fermeté vise en fait au regard de ce qui se passe. La fermeté là. Il y a, comme vous l'avez dit, entre-temps, il y avait des crises, en fait, il y avait des risques aussi d'affrontement entre les populations qui supportent Mais Aboubacar Sagnon, dites-moi, prenons une commune X où un maire est légalement élu avec une majorité. Il y a une minorité qui sort pour manifester. Qu'est-ce qu'on fait dans un état de droit? On mate. C'est de l'incivisme. C'est ce que je dis. Ça pose un déni de démocratie parce que cette décision du Conseil des ministres jusqu'aujourd'hui, moi, ça me fait honte à la limite. Deuxièmement, c'est un prime à l'incivisme. On a donné raison. On a encouragé ici les actes d'incivisme qui ont été perpétrés à Saponé. Aujourd'hui, on nous demande, nous autres médias, de sensibiliser les gens, lutter contre l'incivisme, alors que non. La décision qui est venue de Kosiam, là, ça encourage l'incivisme ici. Parce que ce sont des gens qui sont sortis manifester, ils ont brûlé la commune de Saponé, ils ont barré la route. On a laissé faire jusqu'à ceux qui sont allés incendier la mairie. Aujourd'hui, on nous dit de lutter contre l'incivisme. Le conseil des ministres leur a donné raison. Et on a dissous le conseil municipal. Et vous voyez la conséquence que ça a suscité. Aujourd'hui, nous était l'implication du chef de Saponé pour calmer les gens depuis la décision du Conseil des ministres aujourd'hui. On aurait eu la catastrophe à Saponé. Et ce n'est pas fini. Des informations qui nous viennent, c'est que les gens continuent de s'organiser. On ne sait pas jusqu'à où les chefs coutumiers vont pouvoir contenir cette jeunesse qui est déchaînée aujourd'hui face à cette situation. Donc, pour moi, on a créé un précédent dangereux à Saponé. Donc aujourd'hui, on ne va pas sortir dire qu'il faut mater ceux qui manifestent aujourd'hui, alors qu'on n'a pas maté les mêmes. Nous sommes dans un pays, un état de droit où tous les Burkinabés sont libres et égaux en droit. Donc on a créé franchement une situation, je ne sais pas. Quand vous partez à Saponé, on vous explique. Même moi, j'ai échangé avec des agents de la sécurité qui disent qu'eux-mêmes, ils sont utilisés à d'autres fins. Mais voyez la situation. La police n'est pas intervenue pour dégager les routes en son temps. Aujourd'hui, après cette décision du Conseil des ministres, curieusement, on a des éléments de police qui vont lancer des gaz lacrymogènes pour justement contrecarrer ceux qui manifestent aujourd'hui. Donc pour moi, il y a une déni de démocratie. Il y a aussi une sorte de prime à l'incivisme. Et troisièmement, c'est une mauvaise utilisation des moyens de l'État. Les policiers, ce sont les fonctionnaires, les Burkinabés qui payent leur salaire. On ne peut pas les utiliser pour des fins politiques. Idem, on a même manipulé, si vous voulez, les autorités locales. La tutelle rapprochée ne joue pas franc jeu dans ça. Alors, il y a certaines personnes aussi qui pensent qu'il fallait, au vu de tout ce qui se passait, en tout cas dans cette commune comme crise, mettre cette commune-là sous délégation spéciale pour peut-être donner une leçon à cette population ou en tout cas aux acteurs politiques qui n'arrivent pas à s'entendre pour gérer la mairie. Lassane. Je pense que ce qui se passe actuellement à Saponé, c'est désolant et que c'est une crise politique qui s'est déportée sur le front social et le politique est en train d'utiliser, de tirer les ficelles de division, des divisions de quartiers qui remontent vraiment depuis, comme Rabo l'a dit, depuis longtemps. Sinon, si on regarde un peu avant que vraiment les élections ne soient reprises, Idrissa Ouedraogo qui avait été élu, on est même allé introniser en quelque sorte à l'intérieur c'est pas d'un camp militaire, si je peux bien le dire, parce que vous vous rappelez que le maire avait été installé à la gendarmerie, à Saponé marché, un maire qui est appelé à gouverner une population qu'on pas installée dans une gendarmerie, ça annonçait quand même un certain nombre de choses. Et je pense que même en son temps que Idrissa Ouedraogo, qui avait des problèmes dans son fief, avait été élu, avait été choisi comme responsable régional de l'AMBF. Voici quelqu'un qui a des problèmes dans sa localité qu'il ne peut pas gérer. Il est élu comme responsable régional de l'AMBF, ce qui confirmait quand même que vraiment il avait la protection des premiers responsables du MPP. Voici aujourd'hui Abdoulaye Compaoré qui a été candidat en quelque sorte officieux du MPP, qui a remporté les élections contre le candidat officiel. Je pense que, comme Miki l'a dit, c'est la démocratie en quelque sorte locale. Et la démocratie locale, on sait la population qui sait qui est qui et qui peut faire leur affaire. Si on prend par exemple, la population doit prendre exemple d'un certain nombre de communes. Si vous prenez par exemple Komtiléga, le MPP a la majorité, mais le maire là, il est UPC. Les responsables de commission sont tous du MPP, mais aujourd'hui à Komtiléga, on ne va jamais vous dire qu'il y a problème. Ça fonctionne normalement. Les gens de Komtiléga ont compris que les politiciens
ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et lorsque leurs intérêts ne sont pas respectés, ils sont prêts à bouleverser tout ce qui peut arriver dans une localité pour arriver à leur fin. Je dis aujourd'hui, les responsables du MPP sont responsables de ce qui arrive à Sapone. Et la population de Sapone doit se ressaisir. Savoir que c'est à eux de construire leur développement et ne pas suivre aveuglement des gens qui viennent et peut-être ne sont même pas originaires de la localité et qui ne veulent pas leur développement. Je pense que, le MPP cherchait le bouc émissaire et c'est arrivé. Ils ont créé la crise pour pouvoir éjecter le maire actuel. Je pense que si il a trahi, le pouvoir est toujours du côté MPP, on peut essayer de voir à l'interne, de façon disciplinaire, pour essayer de sanctionner le maire, mais le pouvoir reste MPP, il faut l'accompagner pour que vraiment le Sapone puisse se développer. D'accord. Alors, Bougma, qu'est-ce que vous pensez en tout cas de tout ce qui se passe dans cette commune? Personnellement, je préfère le dire, moi je suis indigné. Il y a une commune rurale qui était bien connue au Burkina par les crises à rebondissement. Je parle de la commune rurale de Kindi, que son maire Thomas Bagnari appelait commune émergente de Kindi. Il y a eu ce cas-là également là-bas. Mais quand la force publique est venue, ceux qui ont osé défier la loi, il y en a qui ont détalé depuis ce jour-là, ils sont allés en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas encore revenus. À Sapone, il fallait que force reste à la loi, c'est simple. Comment est-ce que quelqu'un qui a été élu, il est élu, la loi est du côté de qui? Il a le quorum, il n'arrive pas à siéger. On dit non, il faut reporter parce qu'il y a risque de troubles. La police est là pourquoi? Pour contenir les troubles, non? Mais il fallait dire à Macron de ne même pas venir à l'université parce qu'il y a risque de troubles. Est-ce qu'il n'y a pas eu de troubles? Est-ce que les gens ont pris le gaz lacrymogène sur Charles de Gaulle, non? Est-ce que Macron n'a pas rencontré les étudiants? Mais ceux qui ont manifesté contre la venue de Macron, est-ce que ce ne sont pas des étudiants? C'était des étudiants, mais on a contenu cela, non? La force publique est là pourquoi? Pour contenir ça. Mais ceux qui sont sortis avec le gourdin, on dit c'est la population. Quelle population? C'est une partie des militants MPP. Ce n'est pas population. Quelle population? Non, puisque c'est le vrai problème, c'est qu'il y a un affront que quelqu'un tenait à être lavé. La rencontre qui a désigné Idrissa comme candidat du MPP a été présidée par Simon Compaoré, premier vice-président du MPP. Président par intérim. Voilà. Et donc c'est Simon, aujourd'hui président par intérim. C'est lui qui a présidé cette rencontre. Sa signature se trouve au bas du procès verbal qui a consacré la candidature d'Idrissa comme candidat du MPP. Il faut peut-être ajouter qu'il a promis de venir à l'investiture d'Idrissa Ouédraogo en tant que maire. En tant que maire. Voilà. Malheureusement, il n'aura pas ça. Il ne pourra pas venir. Il n'est pas allé à l'investiture. Parce que ça n'a pas marché. Arrivé aux élections, effectivement, Abdoulaye fait comme Anatole Bonkungu à l'arrondissement 4. Sauf que Anatole Bonkungu à l'arrondissement 4, le CDP avait eu l'élégance d'utiliser la loi. Il arrive, il n'a pas le quorum, et puis la loi dit, bon, comme tu n'as pas le quorum, tu ne peux pas. Mais ici, la force est manifeste. Il n'arrive même pas à siéger. Tu dis, tu peux là, viens siéger, on va voir si tu... Il n'arrive même pas à siéger. C'est ça le problème, il y a un autre problème. Maintenant, on dit, non, comme il y a risque là, il faut... Mais Sapone, c'est quand même pas tout le Burkina. Les gens, les autres se connaissent. La police est là-bas, la gendarmerie est là-bas. Donc, ils ne se connaissent pas, et comment on appelle ça, les manifestants, les tenants et les aboutissants. Non. Des hommes politiques, des gourous tenaient à laver leur affront. Les bons petits disent, comme nous, on a la protection, il n'y a pas de problème, tu ne siégeras pas et on verra. Mais voilà. Et ce qui est grave, c'est l'incendie de la mairie. Et c'est ça qui a tout. Voilà. Et comme Rabot dit, c'est un prétexte. Ici, l'administration ne sait pas assumer. Que ce soit celle locale ou au plus haut niveau, personne ne sait assumer. Une prime à l'incivisme, ça au moins c'est clair. Il n'y a pas de... Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut le qualifier. C'est d'ailleurs pour ces raisons que, personnellement, jusqu'à ce que la loi change, moi je ne vote pas pour les municipales. Parce que moi je ne vais pas voter quelqu'un qui va aller prendre ma voix, la vendre. Parce que de compte final, ma voix ne compte pas. Alors on va pas appeler les gens. Députation, moi je vote. Présidentielle, moi je vote. Mais moi je veux moi j'aime la décentralisation. Je suis d'accord. Mais j'ai toujours dit, c'est important parce que si c'était le suffrage direct qu'on a toujours réclamé depuis des années, on n'en serait pas là. Mais actuellement, il ne faut pas qu'on se voit la face. Il y a une réalité qui est là. Si on permettait un suffrage direct, peut-être qu'on n'en serait pas là. Peut-être que les textes sont en voie, les textes sont en voie de depuis combien d'années qu'on le réclame? Non, il y a eu la situation est là. C'est mieux d'utiliser cette
situation-là pour faire une énième interpellation. Peut-être que j'ai poussé trop le bouchon, vous direz oui, mais quoi qu'il en soit, elle est là, implacable. Le vote final ne comptant pas, il faut faire en sorte que le vote final de Sayon compte au municipal comme aux législatives. Là, on tait un certain nombre de problèmes. Si Idrissa avait été élu au suffrage universel direct, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. D'accord. Mais Alors, globalement, oui. Globalement, ce n'est pas un problème de suffrage direct, comme Bernard dit, parce que c'est un problème de conscience, de mentalité et de niveau de compréhension de la démocratie. Maintenant, voilà, tout à fait. Maintenant, si les textes ne permettent pas d'encadrer suffisamment les comportements, ça peut facilement dériver. Sinon, même quand on va passer au suffrage direct, vous allez voir que les crises politiques vont continuer. Parce que la politique aussi rime avec ça. À Saponnet, comme j'ai dit, je laisse maintenant l'affaire du gouvernement. Je crois que les téléspectateurs sont suffisamment situés sur le fait que on sait d'où est venue la crise et on sait qui est responsable de la crise et on sait qui veut utiliser la politique pour ses propres intérêts. On a qu'à parler maintenant aux citoyens des Saponais et aux citoyens burkinabés qui ont le devoir de travailler au développement de leur localité. Il ne faut pas, comme Osé a dit, suivre des partis politiques et des hommes politiques et qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Il faut penser à votre localité. Il faut vous dire, sur les questions de développement local et de développement communal, on ne nous demande pas de faire la politique comme à Ouagadougou. Chaque matin, il y a un parti politique qui naît pour que le président puisse avoir son nation. Ce n'est pas ça qu'on vous demande. Chez vous, là, on vous demande, même si vous ne vous aimiez pas, on vous demande de vous mettre ensemble pour vous poser la question, comment on va développer Saponnet ensemble. Nous sommes 40 villages. Comment on fait pour que les 40 villages-là profitent de la décentralisation? Et puis après, si on ne s'aime pas, on va aller régler ça au marché. Je ne sais pas où, sur la route. Mais quand on est à la mairie, là, on parle du développement des Saponais. On ne parle pas du développement d'un village de Saponais. Et c'est ce consensus minimal-là qui doit prévaloir dans toutes les communes du Burkina. Parce qu'à l'origine de la décentralisation, on demande d'avoir des universités locales qui forment des hommes politiques qui, parce qu'ils sont compétents au niveau local, vont venir un jour diriger le Burkina Faso à partir de Kossia. Et on a vu en France Chirac passer de la mairie de Paris à l'Élysée. C'est comme ça que ça se construit. On a vu en Turquie avec Erdogan. Donc, c'est dans les communes qu'on prépare la crème politique du pays. Parce que les gens doivent être des exemples là-bas. Mais si vous commencez avec des gourdins et des machettes, vous allez faire comme à l'université, là. Vous commencez avec des gourdins et des machettes à l'école primaire, après ça vient au collège, au lycée, et puis vous venez au campus universitaire des Orna avec ça. Nous, on n'en veut plus. Et s'il y a des gens comme ça, il faut les éloigner de votre commune. Je ne sais pas par quel moyen, mais il y a toujours des moyens pour les éloigner de vos communes et de construire votre développement. Moi, je crois que c'est ce que les gens doivent retenir. D'accord. Alors, très rapidement, Paul Miki. Oui, alors pour le cas de Saponnet, lorsque vous arrivez aujourd'hui, depuis un certain temps, vous allez voir à l'entrée de Saponnet, d'un Saponnet marché, il y avait des affiches où on dit que notre commune ne sera jamais dirigée par un traître. Donc, depuis le temps, ça s'était présenté. Alors, l'autorité a laissé faire. J'insiste là-dessus. Nous, on a interpellé en tout cas à plusieurs reprises pour dire qu'il fallait contenir ces manifestants-là, qui étaient d'ailleurs une minorité. Parce que la démocratie prévoit quoi? Lorsque quelqu'un est élu, c'est parce qu'il y a une majorité derrière la personne. Bon, pour le cas de Saponnet, soit le maire Abdoulaye Compaoré aurait trahi son parti, le MPP, mais à l'intérieur du MPP, il y a des textes qui sont clairs. Lorsqu'il y a des comportements comme ça, il y a des textes que l'on peut appliquer à Abdoulaye Compaoré, c'est-à-dire les sanctions politiques à l'intérieur du parti. Excluez-les si vous voulez, mais quand même, c'est lui le choix de la majorité des conseillers municipaux de Saponnet. Dans le cas d'espèce, c'est ça. Donc, ce qu'il aurait fallu faire, c'était simplement de l'accompagner et de contenir justement les manifestants en envoyant des appels au calme. La loi prévoit également, le Code général des collectivités prévoit que lorsqu'il y a crise, il faut que l'autorité tente une médiation. Le cas de Saponnet, là, est-ce qu'on peut nous montrer un rapport de médiation de l'autorité de tutelle? À plusieurs fois, on a laissé faire, c'est comme je l'ai dit, parce que moi, je suis allé à plusieurs reprises, j'ai tellement suivi cette situation, c'est tellement écœurant. On a laissé faire la crise, c'est-à-dire on a entretenu cette crise artificielle, parce qu'on voyait venir justement une telle décision du Conseil des ministres. Aujourd'hui, moi, ce qui me craint le plus, c'est qu'on ne peut pas venir à bout de l'incivisme avec de telles décisions. Lorsque des gens sortent, ils manifestent, et on leur donne raison, on accède à leurs requêtes comme ça,
à travers une décision du Conseil des ministres. Demain, ça sera difficile justement de demander aux gens d'arrêter de manifester. Et la preuve est que des gens sont sortis juste après cette décision du Conseil des ministres. Qu'est-ce qu'on fait? Avant, on disait qu'il n'y avait pas de policiers pour aller sécuriser justement les sessions du Conseil municipal. Les arguments étaient là. Le jour qu'on a libéré Djibril Bassolo, on a dit que les policiers étaient occupés. Ensuite, on a dit également qu'il y avait le 11 décembre, les policiers étaient occupés. Il y a eu tellement de situations comme ça, on dit que les policiers sont occupés, on n'a pas les moyens de sécuriser. D'ailleurs, ironie du sort, la dernière session du conseil municipal, rappelez-vous, c'était le 12 décembre. Le conseil municipal, le maire a convoqué les conseillers. Jusqu'à la nuit, il reçoit un courrier pour dire qu'il faut reporter parce qu'il y a question de sécurité et qu'il n'y a pas d'éléments pour venir sécuriser parce que les policiers étaient occupés pour le 11 décembre. La personne qui envoie ce courrier ne savait pas que les policiers étaient déjà là, à Saponi. Donc ça fait tellement rire, les policiers étaient déjà là, on appelle, on dit, ah, si c'est question de sécurité, la CRS est déjà sur place. Et on réagit pour dire, non, la CRS est là pour sécuriser les bâtiments et non le conseil municipal. Allez-y comprendre. Voilà où est-ce qu'on en est à une telle situation. Donc franchement, on ne va pas sortir de là tant qu'on ne se dit pas la vérité. Je veux dire, Rabo a interpellé les citoyens. Moi, je vais interpeller nos intellectuels, nos sérieux intellectuels, ressortissants de ces localités en crise. Parce que ces populations, à la base, à l'origine, là, c'est des gens, ils n'ont jamais de problème entre eux. Hein. Ils se marient les filles des uns des autres, ils participent aux cérémonies des uns des autres. Mais le problème arrive lorsque vraiment des gens qui sont allés à l'école, qui ont des bagages, et sur qui parfois même les parents consultent tel problème-là, c'est comment. C'est eux que parfois les politiques utilisent. Aujourd'hui, quand on accuse le MPP d'être à l'origine, peut-être le premier responsable du MPP ne s'est pas levé pour aller voir des gens notamment. Il est passé par des intellectuels qui sont membres du MPP, de ressortissants du Saponi, pour aller notamment voir les gens dire non, vous n'allez pas accepter ça, vous n'allez pas accepter ça. Je pense que lorsqu'il s'agit vraiment du développement de la localité, qu'on mette de côté nos habits politiques pour quand même raisonner en tant que responsable ressortissant de sa localité. Je pense que nos intellectuels, nos pseudo-intellectuels ressortissants de ces localités-là sont vraiment leur responsabilité à engager et il faut que les choses changent. D'accord, oui. Une dernière réaction sur quand le ministre dit que ceux qui sont allés incendier la mairie seront recherchés et punis à la hauteur de la loi. Quand il sortait avec le gourdet, là, tu n'as pas pu le prendre. Il sortait avec la machette, c'est quand il allait brûler, il est rentré chez lui. Mais c'est à ce moment maintenant. Le ministre n'est pas censé savoir. C'est tellement logique. Le deuxième adjoint au maire de Saponi est venu donner une interview chez vous à Savannah. Oui, il a été bastonné pour avoir dit que le conseil municipal se porte plutôt bien et qu'ils avaient réuni 58 conseillers sur les 80 Donc, pour la session. Il a été bastonné. Mais c'est tellement logique. C'est où, monsieur le ministre, vous allez le trouver où? C'est où encore? Non, c'est pas sérieux. Au moment où il fallait contenir ces choses-là, il fallait le faire. Est-ce que le conseil municipal ne pouvait pas être sécurisé pendant la tenue du conseil? C'est ça. Pendant la tenue de la session, c'est possible. Quand Chérif Si et les députés, le CNT votaient le 7 avril, le bâtiment n'a pas été sécurisé. On pouvait sécuriser la session du conseil municipal. On n'a pas assez d'éléments pour ça. Non, je suis désolé. C'est fait à dessein. Vous avez programmé pour que ça aboutisse à ça. Et vous voulez que nous, on accepte à avaler cette couleur. Nous ne pouvons pas accompagner dans l'incivisme. Ça, je suis désolé, ce n'est pas possible. Nous voulons vraiment le développement local, mais franchement... Ils ne nous ont pas demandé d'être d'accord. Hein. Mais quand ils disent que c'est les médias qui jettent l'huile sur le feu, il faut dire les bonnes choses. Non, ce n'est pas sérieux. Mais quand vous parlez d'intellectuels et tout, mais ceux de Saponi, mais il y a des intellectuels dans le temps. Ceux qui interpellent, qui tirent sur l'officiel en l'homme, là, c'est qui? Ce sont les fameux intellectuels dont vous parlez. Donc il fallait vraiment que l'autorité... Je pense que l'essentiel, en tout cas, sur le sujet a été dit. Nous sommes pris par le temps. Alors, c'était le premier sujet. On est déjà à 30 minutes d'émission. Il faut qu'on parle d'autres choses. Alors, au cours de la semaine, les organisations, en tout cas de la société civile, notamment le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques et la coalition nationale de lutte contre la vie chère, la fraude et l'impunité, ont organisé le 13 décembre des activités. Alors, pour marquer donc ce triste anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo, il y a la CEP également donc qui a organisé alors à Koudougou donc une journée de devoir, de mémoire et d'hommage à Norbert Zongo. Alors on peut le voir, hein, peut-être que la mobilisation en tout cas a grandi depuis donc la réouverture du dossier et donc la demande
d'extradition de François Compaoré qui se trouve actuellement à Paris. Lassane. Bon, c'est encore une énième commémoration qui a connu quand même un certain nombre de données dans ce dossier, avec depuis l'insurrection, la réouverture du dossier, l'inculpation de 4 personnes, si je ne me trompe pas, dont 3 RSP pour assassinat et un civil en la personne de Paul-François Compaoré pour incitation à l'assassinat. Voilà. C'est vrai que les choses avancent. Les choses avancent et il faut saluer cela. Et un certain nombre de choses aussi ont été faites au niveau de l'État administratif, comme le baptême de l'université de Koudougou au nom de Norbert Zongo. C'est le jour du baptême que malheureusement la maman Zongo est décédée. Simple coïncidence ou quoi, on n'en sait pas. Mais aujourd'hui, les Burkinabés ont les yeux rivés sur la France. La France parce que celui qu'on le présumait commanditaire, si on peut le dire, est actuellement en France. Et la justice burkinabé a introduit quand même un dossier, une requête pour son extradition qui a été... qui est passé à l'audience le 13 même, le 13 soir, voilà, et a été renvoyé au 7, et où M. Paul-François Compaoré, qui est actuellement aussi ivoirien, a estimé qu'à l'audience, il a dit qu'il ne veut pas être extradé, parce qu'il a, rappelez-vous, il a la nationalité ivoirienne comme son frère Blaise Compaoré. Il faut dire qu'actuellement, ce que les Burkinabés veulent, c'est la vérité. La vérité, parce qu'on a estimé que c'était le pouvoir Compaoré qui était là, qui piétinait, qui avait la main sur les pieds sur le dossier. Le Blaise Compaoré est parti avec son régime. Nous estimons qu'aujourd'hui, en dehors de François Compaoré qui se trouve en Côte d'Ivoire, les Burkinabés veulent connaître la vérité. Et le dossier François Compaoré, moi je dis, il est plus que judiciaire. Il est politico-diplomatique. Aujourd'hui, si vraiment le Burkina Faso est plus, je ne sais pas, en termes de diplomatie, est plus actif que peut-être Alassane Ouattara, qui n'est pas pour le moment prêt à laisser François Compaoré pour qu'il soit extradé. Si nous sommes plus, je pense que nous pourrons avoir François Compaoré pour juger, mais on attend de voir, oui, ce qui est nouveau dans ce dossier, c'est que tout le monde regarde maintenant vers Paris. Et il doit être de nouveau entendu, je pense, le 7 mars 2018. Alors, Bougma, sur la commémoration et ce regain, en tout cas, d'intérêt pour ce dossier. Le regain d'intérêt s'explique par plusieurs raisons. Par plusieurs raisons. D'abord, il y a l'affaire François Compaoré qui a donné de l'espoir, et puis les paroles de Macron lors de son passage à Ouaga. Ça, c'est déjà un critère. L'autre critère qui a facilité ce regain, c'est parce que le dossier, comme il y a eu une réouverture en 2015, donc pratiquement 2 ans, les choses sont allées vite, l'épave du véhicule qui a servi pour le crime aurait été retrouvée. Il y a ces nouveaux éléments-là qui font que les uns et les autres se disent que on a de l'espoir. L'autre critère qui a facilité également ce regain de mobilisation, il faut dire que c'est sur le plan social. Il y a la fronde sociale, parce que pour certains, ce n'est pas une occasion de sortir dit ouvrez le dossier Norbert Zongo, jugé pour Norbert Zongo. C'est sorti pour dénoncer une gouvernance. Et là aussi, il faut pas se voiler la face. Donc ça, la fronde sociale a facilité également cette mobilisation, parce que les uns et les autres estiment que si le dossier a été ouvert depuis la transition et jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore jugé, ça piétine. Et donc en même temps, c'est une autre dénonciation également de la gouvernance qui est là. Donc c'est une occasion de sortir également pour pouvoir tourner cette voie. Parlant de ce qui s'est passé à Koudougou, là-bas, c'est une mobilisation, mais là c'est beaucoup plus pour dire qui est Norbert Zongo. Donc je pense que 19 ans après, il y a des changements dans la façon de commémorer. Ce sont ces choses-là qui ont facilité effectivement ce regain de mobilisation. Le pouvoir qui est en place semble donner des lueurs d'espoir. Des informations parlent au plus tard au premier trimestre, peut-être qu'à la fin du premier trimestre, le dossier
sera jugé parce que presque toute l'instruction est bouclée. Mais en la matière, une pression n'est jamais de trop quand il s'agit de pouvoir faire avancer. Donc je pense que l'un dans l'autre, c'est cette situation. Et puis, bon, la mobilisation avait faibli à un moment donné parce que, bon, on dit qu'il y a un non-lieu, il n'y a pas de nouveaux éléments, même si on dit même si on sort, il n'y aura rien. Alors, mais cette fois-ci, il y a une lueur d'espoir. Donc, naturellement, les uns les autres se disent, ce n'est pas le moment de lâcher la pression. C'est mieux qu'on mette la pression pour que, effectivement, le dossier puisse aboutir. D'accord, oui, Rabo. Moi, je ne suis pas sûr qu'on a eu plus de mobilisation que d'habitude. Hein. Peut-être plus de voix qui ont été entendues parce que la RTB a même dérogé à sa règle en recevant Bassol Mabazié il y a quelques années. Vous ne l'aurez pas reçu. Peut-être que vous auriez été... moi, je n'en sais rien. Peut-être que vous auriez été présenté comme des subversifs si vous l'aviez reçu en 2010, 11, 12, etc. Donc, voyez-vous. Donc, les choses changent. C'est plus de voix qui ont été entendues. Ce n'est pas forcément plus de monde qui est sorti parce que aujourd'hui, il y a l'espoir d'un vrai procès équitable sur l'affaire Norbert Zongo. Souvenez-vous que le juge Wenceslas Silboudo, qui avait en charge l'instruction, a dit, et ça c'était une confidence que les avocats de la famille Norbert Zongo nous ont passé après, publiquement, hein, Maître Farama, Maître Benouende Sankara et bien d'autres. Ils ont dit que le juge Wenceslas Silboudo leur a dit dans son cabinet que le dossier Norbert Zongo ne pouvait pas être jugé tant que Blaise Compaoré serait au pouvoir. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce qu'il a dit il y a une dizaine d'années se confirme. Maintenant qu'il n'est plus au pouvoir, le dossier est dépolitisé et on peut le gérer plus sereinement dans les arcanes de la justice. Je crois que c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Bon, maintenant, pour mon opinion personnelle, moi je crois que le Burkina gagnerait même à ce que François Compaoré ne soit pas extradé. Parce que peut-être les gens veulent du spectacle, de la publicité, ils veulent voir des gens confondus en procès public, tout ça. Bon, ça c'est bon pour le plaisir des gens, hein, pour les émotions, mais ça dure juste quelques minutes. Et puis après, vous devez gérer le prisonnier de luxe. Hein? Après, il va payer des gens ici pour dire qu'il veut voir son médecin, il est malade. Rochma Christian Kaboré l'empêche de voir son médecin. Il ne mange pas bien à la Mako. La cellule où il a été placé là, chouin, et patati patata. Le prisonnier François Compaoré n'est pas bien entretenu. C'est contre les droits humains. Et puis nous voilà encore en train d'aller dans des débats totalement inutiles, hein, au détriment du débat sur le développement. Donc je vous explique pourquoi, non? On l'entend sur cette question qui traîne pratiquement depuis 20 ans. Mais si vous devez juger quelqu'un qui n'est pas là, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes convaincu qu'il est coupable, vous n'arrivez pas à mettre la main sur lui, qu'est-ce que vous faites? La justice a la solution, non? Il faut souhaiter son extradition. La justice a la... Non, si on n'arrive pas à l'entendre, qu'est-ce qu'on fait? On le juge par contumace, on le condamne, et puis il fait le tour du monde. Jusqu'à sa mort, il fera le tour du monde, il ne viendra jamais au Burkina. Là, ça nous fait des économies. Ça nous fait des économies, non? On va garder du riz, de l'huile et puis des médicaments. Je crois que... alors, vous souhaitez, Rabo, que François Compaoré puisse peut-être ne pas être là parce qu'après, la gestion... Non, moi je pense que le processus est relancé. Il faut laisser les choses aller au niveau de la justice et puis espérer que le droit sera dit. Aujourd'hui, je voudrais bien savoir ce que pensent les magistrats indépendants qui, à un moment donné, avaient prononcé des non-lieux sur le même dossier aujourd'hui qui est en train de faire le tour du monde. Alors, donc, il y a vraiment des lueurs d'espoir parce que nos autorités apparemment sont engagées à ce qu'il y ait justice pour Norbert Zongo, en fait, dans l'affaire sur François Compaoré, justement. À écouter le ministre de la Justice, on a l'impression que le gouvernement, en tout cas, est plus que jamais actif parce que toutes les choses qui étaient du ressort du gouvernement ont été faites pour obtenir l'extradition de François Compaoré. Donc, 19 ans après, il y a cette lueur d'espoir. Mais moi, je voudrais également saluer la façon dont cet anniversaire a été commémoré cette année. Il y a vraiment du nouveau parce que de par le passé, on avait des rassemblements et puis on demandait justice. Les élèves étudiants rentraient dans la danse et tout, mais cette fois-ci, vous l'avez rappelé opportunément, il y a la CEP des ESC et même l'université de Ouagadougou qui ont organisé un certain nombre d'activités qui sont à saluer à mon avis. Parce qu'aujourd'hui, il est important, puisque nous sommes en train de nous battre pour la justice pour Norbert Zongo, qui a payé de sa vie
pour la défense de l'état de droit. On peut imaginer que de son vivant, Norbert Zongo n'allait jamais accepter la mascarade de démocratie qui s'est passée à Saponi, on en a parlé tantôt. Donc il est important pour nous autres journalistes et même tous les autres défenseurs des droits de l'homme de s'inspirer du modèle de Norbert Zongo. C'est pour ça que j'ai bien aimé le fait qu'on ait eu ce devoir de mémoire, rappeler en la mémoire de la jeune génération ce que était Norbert Zongo, ce qu'il avait fait, afin qu'aujourd'hui on puisse s'inspirer de ça. Mais on ne peut qu'espérer, comme les autres ont dit, que les procédures judiciaires vont se poursuivre. C'est vrai que... Est-ce que vous croyez personnellement non, moi, non, de l'extradition, pas trop, mais je crois quand même que déjà, hein, ce qui se passe aujourd'hui, on ne pouvait pas l'imaginer il y a quelques années. On ne peut pas imaginer que François Compaoré soit inquiété jusqu'à ce niveau dans l'affaire Norbert Zongo il y a quelques années. Donc, c'est un bon début. Et toujours est-il qu'aujourd'hui, même s'il n'est pas en prison, il est sous conditions judiciaires en France et qu'il sait désormais que ses déplacements sont limités. Mais on pourra espérer qu'en continuant cette pression des ESC, des défenseurs des droits de l'homme, et en continuant également cette pression du gouvernement de Burkina sur la France, on pourra enfin obtenir soit l'extradition de François Compaoré, soit son jugement en France, en tout cas dans des conditions équitables. Toujours est-il qu'il est important que le droit soit dit, que les responsabilités soient situées, que l'on sache enfin qui a tué Norbert Zongo. Ce sera vraiment le cadeau que l'on pourra offrir au Burkina Faso le 13 décembre 2018, lorsqu'on sera en train de commémorer le 20e anniversaire de son assassinat. D'accord. Alors, on va parler d'autre chose au cours de la semaine. Bon, c'était pratiquement en début de semaine, lundi dernier, le Burkina donc, a commémoré alors, le 57e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. La fête s'est déroulée à Gawa, dans le sud-ouest. Donc, à l'occasion, on ne va pas revenir sur le défilé et tout ce qui s'est passé. Alors, ce que je retiens, c'est que le président du Faso donc, a adresser donc un message à la nation donc à l'occasion de cet anniversaire. Alors c'est un message peut-être que vous avez pu écouter ou lire, Rabo. Alors quelle appréciation vous faites donc du discours du président du Faso? J'ai écouté le discours. J'ai noté que le président du Faso a touché plusieurs questions sur lesquelles on l'attendait. En particulier la question de la lutte antiterroriste. Il a évoqué les grèves n'ont pas fini dans la fonction publique et il a évoqué le fait qu'il y a une limite, une ligne rouge à ne pas dépasser, et il a invité les Burkinabés à se mettre au travail autour de son PNDS pour que nous allions de l'avant. Je trouve que c'était des questions qui étaient importantes à aborder. Maintenant, bon, je trouve que dans la forme des discours et puis un peu dans le cérémonial, bon, rien n'a changé, il n'y a pas de rupture, etc. Bon, moi, je trouve que le président, ne serait-ce que pour le style, aurait pu trancher, bon, sortir du carcan de la langue de bois, du gros français, de la phraséologie, pour de la diplomatie, je ne sais pas, bon, pour parler comme un Omar Bongo, quoi. Qui n'avait pas de texte pratiquement pour certains discours qui disaient, bon, vous les fonctionnaires là, vous êtes mes enfants, bon, si vous faites encore grève, voilà, je vais m'occuper personnellement de vous. Voilà, même bon, pour la nouvelle année, je vais vous donner une augmentation. Voilà, je vais vous augmenter quelque chose. Voilà, qui parlait vraiment très familièrement avec ses concitoyens. Et je pense que je ne dis pas au président Roch Kaboré de faire comme ça, mais il peut changer la façon de faire. Et puis être plus direct quoi, sur certaines questions. Voilà, bon, parce que à trop tourner autour du pot, il va se casser. Voilà. Sinon, je pense qu'il a bien fait de dire aux fonctionnaires de savoir raison garder, parce qu'on n'est pas loin de la ligne rouge. On n'est pas loin de la ligne rouge quand on sait que ces dernières années, il y a des gens qui ont vu leur salaire doubler. Je crois qu'il ne faut pas revendiquer même pas fini, parce que si le Burkina trinque, ce sera nous avec. D'accord, oui, Bougma. Oui, effectivement. D'abord sur la forme, bon, ça n'a pas changé. Il a voulu faire seulement du rock, pondération, modéré, voilà. Même quand ça paraît évident qu'avec ce qu'il a comme contenu, il y a un ton qui devrait aller avec. Bon, mais voilà, quand il dit qu'il ne faut pas profiter de dossiers judiciaires pour des règlements de comptes politiques, ça c'est très important. Mais c'est aller cacher quelque part. Bon, ce n'est pas très bien illustré de mon point de vue.
effectivement, ou bien quand il parle du changement de mentalité qui est très important parce qu'au Burkina, c'est beaucoup plus là, c'est le problème aujourd'hui même, il y a un problème de mentalité qui se pose. Il a relevé, c'est l'une des premières fois que lors des sorties de discours officiels des chefs de l'État, ce genre d'exhortation sortent. Mais c'est tellement fort que moi je m'attendais à ce que, bon, il puisse donner plus de tonus. Et rappeler aux magistrats, c'est vrai, à la séparation des pouvoirs, mais en tant que chef de l'État, et donc il dit, il ne faut pas oublier que la soif de Burkinabé sur la justice là reste intacte. C'est une phrase qui est importante, parce que c'est l'une des rares fois quand même qu'il part sur ce terrain. Toujours resté dans le carcan de séparation des pouvoirs. Mais cette fois-ci, il dit, oui, moi je comprends, mais en attendant, sachez que la soif est intacte. C'est important. Mais je pense que les communicants et le président devraient ensemble trouver des moyens de changer, d'améliorer la forme de la communication. Là, on allait avoir plus d'impact que ce qui a été servi. On a vu Roch Kaboré beaucoup plus, voilà, dans le solennel. Et puis, alors qu'il y avait des choses intéressantes, effectivement, qui ont été dites, mais bon, ça n'a pas permis d'aller au-delà. Et puis, c'est comme si, bon, il a fait pour faire. Alors que c'était un discours qui, quoi qu'il en soit, a rendez-vous avec l'histoire. C'est un discours, de mon point de vue. Certains éléments sont historiques, mais c'est resté en l'état. Et puis, bon, c'est passé comme si c'était voilà. Alors que c'était un discours également qui est attendu. Donc, je pense que la forme aurait pu être améliorée. Même le fond, la façon de rendre également aurait pu être améliorée. Voilà, lui, il parlait des bongos. Gbagbo aussi, souvent, il partait. À un moment donné, il laisse et puis, bon, c'est un moment de... Voilà. Voilà. Donc, je pense que ça peut être amélioré, quoi, pour avoir plus d'impact. Je n'ai pas dit que le fond n'est pas bon, non, non, non. Mais pour avoir plus d'impact, pour que le message impacte, il y a un travail quand même à faire parce qu'il y a des questions essentielles à se poser avant effectivement de pouvoir coucher ce discours comme on le dit et puis le livrer, quoi. Ça, c'est de mon point de vue. Oui, Paul Miki, très rapidement. Je crois qu'il y a eu un peu de surplace, hein, comme les autres l'ont dit avant moi, c'est les mêmes contenus. Moi, j'ai l'impression que c'est des coups-pieds collés. Dans le discours du chef de l'État, Rabo a énuméré ici les grands axes du discours. On parle de la question du terrorisme, on parle des grèves, la fronde sociale et tout. Moi, j'aurais bien voulu qu'à chaque occasion, le chef de l'État ait un message fort à lancer au Burkinabé, que l'on puisse retenir. Parce que, voyez-vous, le discours là, je sais que ce sera pratiquement la même chose qui nous sera servi le 31 décembre, puisque dans quelques jours, il aura l'occasion de s'adresser également au Burkinabé. Ça sera pratiquement la même chose. Mais l'idéal aurait voulu qu'à chaque discours, il y ait un message fort que les Burkinabés retiennent, comme l'a dit tout de suite mon voisin. Mais en réalité, c'est peut-être dans la forme, hein, que tout cela peut se faire. Parce que lorsqu'on vient avec un discours bien fait et qu'on en est devant le pupitre, avec le prompteur devant, on lit la chose, est-ce qu'on est même écouté? Souvent, nous, en tant que journalistes, on remarque bien souvent que les messages lits comme ça et ça ne passe pas. Et souvent, c'est dans les interviews que lorsque le type il parle lui-même, qu'on sent qu'il y a vraiment un message fort qui sort. Donc, peut-être qu'il faut cesser d'avoir ces discours diplomatiques là que l'on vient présenter au Burkinabé, bien enregistrés. On ne sait pas combien de fois ça a été enregistré. En tout cas, sous l'ancien régime, sous Blaise Compaoré, on sait que souvent on enregistre, on recommence. Le téléspectateur ne sait pas que ça a été enregistré à plusieurs fois. Donc il faut éviter. Non, on ne peut pas, on ne le dit pas. Ça, c'est un secret chez nous, mais en réalité, c'est pour montrer un peu que c'est préparé. Et lorsque c'est préparé de cette façon, ce n'est plus naturel. Donc, on peut imaginer, en tout cas, comme beaucoup l'ont dit, il a pris l'exemple de Gbagbo, où on peut s'adresser directement au Burkinabé avec un message fort. Parce que, bon, il faut peut-être changer dans cette façon. Sinon, pour le reste, il y avait effectivement de bonnes informations dedans, une certaine fermeté, mais on sent beaucoup de diplomatie dedans. On sent un président qui a l'impression de marcher sur des œufs. Il veut faire mal à personne, il veut marcher sur des œufs sans les casser. Bon, c'est trop de... Alors que, bon, à un moment donné, il faut savoir taper du poing sur la table et puis dire qui a raison, qui n'a pas raison, qui doit rentrer dans le droit chemin et qui est déjà dans le droit chemin. D'accord, oui. Lassane, très rapidement sur ce dossier. Je pense que, comme les autres l'ont dit, un certain nombre de sujets sur lesquels on attendait le président, il les a évoqués. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vais revenir sur la forme, comme les autres l'ont dit, parce qu'en matière de discours, en matière de prise de parole, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui rentrent en ligne de compte. Parce que je pense que des études ont montré que l'expression corporelle, le visible, compte pour 55%. Le ton, l'intonation compte pour 38% et peut-être le contenu, les idées, l'agencement ne compte que 7%. Mais j'ai constaté ici que réellement, comme d'autres l'ont dit, le président a lu un discours.
Et un discours, ça se livre. Ça se livre parce que la gestuelle, l'expression du visage, le dynamisme et l'enthousiasme avec lequel on donne le discours, ça convainc. Voilà, je pense que j'ai vu un président, comme les autres l'ont dit, lire un message, essayer de ne pas trop mettre l'accent sur un certain nombre de choses sur lesquelles on l'attendait. Par exemple, l'intonation. Je pense qu'il y a un certain nombre de sujets qui ont été évoqués sur lesquels le président devait varier son intonation pour montrer que tel sujet, il est important. Voilà, la grogne sociale. Quelqu'un qui parle peut-être du terrorisme et arrivé au niveau de la grogne sociale, on garde le même tempo, la même intonation. Je pense qu'en jouant sur ces choses, le président aurait dû être plus convaincant que le contenu hier, mais la façon de donner peut-être le discours, peut-être n'a pas, ça peut être varié. Et les conseillers en communication du président doivent travailler à cela. Sinon, le contenu, en tout cas, il a évoqué les sujets sur lesquels on l'attendait, mais la forme peut être améliorée. D'accord. Alors, on va rester sur ce sujet pour évoquer 30 secondes pour chacun ce qui s'est passé donc, avec la remise du flambeau à la région du centre-sud, le flambeau qui a été reçu à Manga avec beaucoup de joie, Combisiri et autres. Mais à Pau, il y a eu quand même un petit couac avec des manifestants qui ont en tout cas manifester leur désir de ne pas recevoir officiellement ce flambeau. Qu'est-ce que vous en pensez? Très rapidement, Paul Miki, 30 secondes. Alors, je crois que ce qui s'est passé à Pau, c'est déplorable parce qu'on aurait pu éviter un tel spectacle. Lorsqu'un flambeau vient dans votre localité, c'est un symbole de transmission de l'organisation du 11 décembre dans la région. Donc, refouler le flambeau, c'est comme si on refoulait même du même coup toutes les festivités. Alors qu'on aurait pu trouver un cadre de dialogue pour pousser les négociations. Si Pau a besoin de beaucoup plus d'infrastructures, je crois que ce n'est pas en refoulant le flambeau comme ça que l'on peut avoir cela. Mais je me réjouis de voir que ce couac de Pau a été rattrapé par Manga, qui a montré un certain enthousiasme avec toute cette mobilisation des fils et des filles de la localité qui se sont rendus pour jubiler, j'allais dire, autour du flambeau. Mais je crois effectivement que les discussions vont se poursuivre parce qu'on a 12 mois encore et pour rattraper les choses, pas 12 mois exactement parce qu'il faut le faire avant, mais de toute façon, on peut rectifier les choses quand c'est nécessaire en discutant au lieu de s'exposer de cette manière parce que c'est vraiment une première dans la transmission des flambeaux dans les autres régions. On n'a pas vu un tel spectacle comme ce que les gens de Pau nous ont montré. D'accord, oui, Boukma. Non, je pense que ce qui se passe à Pau, il faut également aller regarder dans le rétroviseur quand il s'agissait de faire le découpage. Donc les vieux démons apparemment n'ont pas été suffisamment exorcisés et ça réjaillit. Et les habitants disent qu'il y a des projets d'envergure, construction de barrages et de routes qui avaient été annoncés, des promesses qui n'ont pas encore été tenues. Donc eux tiennent à cela. Donc en réalité, il y a des arguments, il y a des prétextes qui ont été trouvés pour pouvoir effectivement faire cette manifestation. Sinon, tous les Burkinabés savent que quand on dit que le 11 décembre s'organise dans une région, la priorité c'est au chef-lieu de région. Peut-être les provinces après. Parce qu'au départ, il a été annoncé que c'est d'abord les chefs-lieux de région, après ça va être le tour des provinces. Et les premières réalisations, tout a été concentré sur les chefs-lieux de région. Dans le sud-ouest, Gawa, tout a été concentré sur Gawa. Maintenant, il y a des infrastructures qu'on peut réaliser dans certaines localités. Bon, Boursa a donné le pas l'année dernière. Peut-être que les autres veulent s'engouffrer dans cette brèche-là. Sinon, la réalité aussi, elle est là implacable. Maintenant, là aussi, il ne faut pas dénier aussi aux populations le droit de demander des infrastructures. Ça, on ne leur dénie pas cela. Mais il y a un cadre quand même pour le faire. Je pense que par rapport à cette revendication, Pau pouvait mieux faire. D'accord, oui, vous avez parlé de découpage et entre-temps, il faut reconnaître que Pau n'a jamais accepté de façon ouverte, en tout cas, que le chef-lieu de la région soit Manga. Oui, oui. Il faut savoir que on ne peut pas dénier à ceux de Pau de revendiquer des infrastructures, mais je pense qu'ils auraient dû mener la réflexion et le dialogue à l'interne au lieu de refouler le flambeau, parce que c'est une guerre qui date longtemps. Ce n'est même pas le découpage, parce que c'est des gens qui estiment qu'ils ont été, ils sont en marge même de la société, parce qu'ils estiment qu'ils ont été quand même la ville qui a adopté Blaise Compaoré. Tous les coups d'État ont presque été préparés là-bas. Ils considèrent Blaise Compaoré comme leur fils adoptif. Donc ils espéraient quand même de Blaise Compaoré beaucoup d'infrastructures. Vous vous rappelez qu'un 31 octobre 2014, ces mêmes personnes sont sorties avec des flèches, des machettes pour bloquer la route à Blaise Compaoré. Ça veut dire que quand même, c'est un problème qui date longtemps. Et je pense qu'ils auraient dû travailler à l'interne,
mener le dialogue. Et c'est aussi un signal quand même à l'autorité qu'un certain nombre de dérapages soient rattrapés et que toutes les villes, en termes de développement, pas seulement dans le cadre du 11 décembre, mais en termes de développement, que les choses soient mieux équilibrées. D'accord, oui, Rabo. J'ai entendu des gens de Pau dire en fait qu'ils ont très vite sonné l'alerte pour qu'on ne fasse pas comme à Boulsa. Vous vous souvenez, à un an à Boulsa, c'est à la dernière minute, quelques semaines ou quelques jours seulement avant le 11 décembre, que Boulsa a manifesté son mécontentement parce que la ville n'avait pas obtenu la route qui mène à Kaya, qui n'avait pas vu la route qui mène à Kaya réaménagée. Donc, j'ai entendu des gens de Pau dire, c'est pour que des précautions puissent être prises le plus rapidement possible parce que rien n'a été prévu pour Pau. Sinon, je pense que pour le reste, c'est vraiment le subconscient des Paulais qui s'est exprimé. C'est un peu la bagarre contre Blaise Compaoré pour le découpage régional qui a refait surface. Sinon, ce n'est pas quelque chose, de mon point de vue, contre les nouvelles autorités ou contre les autorités de Manga ou la population de Manga. Mais les gens de Pau pensent que de droit, au regard du niveau de développement, au regard du positionnement stratégique de la ville de Pau, Pau devait être le chef-lieu de la région du centre-sud. Et là, je crois que les gens de Pau sont légitimes pour dire ça. Alors, oui. Je ne pense pas que la salle soit d'accord avec... C'est pas une affaire d'ethnie. On va pas faire le débat. On va pas faire ce débat. Non. Vous savez, les Burkinabés, leur problème, les Burkinabés, leur problème, ils ne réfléchissent pas pour développer leur pays. Non, écoutez, non, c'est ça. C'est pas parce que moi, je suis de Manga, de Kombisiri, de Saponais ou de quoi, que je dis que là, le chef-lieu de la région doit revenir à ma localité. Si vous réfléchissez comme ça, vous n'irez jamais nulle part. Et ça veut dire que non seulement vous n'êtes pas intelligent, mais l'école ne vous a rien apporté. Vous n'êtes pas dans la République, vous n'êtes pas dans la construction, vous n'êtes pas dans le développement. Si votre réflexion est ethnique, vraiment, elle est de bas étage. Il faut ramener votre réflexion à la République, aux intérêts de tout le monde, parce que votre seul intérêt ne peut pas faire avancer le Burkina Faso. C'est dans l'intérêt des autres que se trouve votre intérêt. Norbert Zongo a dit personne n'aura d'intérêt dans un pays qui n'en a pas. D'accord, ok. C'est ce qu'il disait, on va pas... Dans le cadre des infrastructures, je pense que dans le passé, pour les infrastructures, je pense que l'État même avait estimé qu'il fallait voter un budget pour les autres provinces de la région qui abritent le 11 décembre. Mais jusqu'à l'année passée, je ne pense pas que ça soit appliqué. Moi, je pense que pour éviter dans l'avenir ces genres de manifestations, il faut que peut-être le gouvernement puisse revoir ça et puis essayer de voir que chaque région puisse avoir un certain nombre de choses dans le cadre de ces manifestations. Nous avons 5 minutes qu'on va demander à la régie juste pour parler donc du sommet sur le financement du G5 Sahel qui s'est tenu donc à Paris. Je pense que c'était le 13 décembre passé. Alors les présidents donc des pays du G5, les 5 pays plus le président français et d'autres partenaires donc étaient à Paris donc pour mobiliser en tout cas les fonds nécessaires pour l'opérationnalisation donc de la force du G5 Sahel. Alors on a eu des annonces, l'Arabie Saoudite qui a promis en tout cas 100 millions d'euros et plus les Émirats Arabes Unis qui ont promis en tout cas 30 millions d'euros. Alors vous pensez que finalement avec ces sous, alors on pourra vraiment mener la lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-sahélienne. Bon, puisqu'on est engagé dans cette logique, de financement du G5 Sahel, après avoir fêté notre 57e anniversaire d'indépendance, on continue d'aller demander. Bon, on est dans cette logique, on va faire comment? On y va. Alors, je crois que cette négociation-là, vous avez annoncé justement la mobilisation des fonds pour l'Arabie Saoudite. Il y a d'autres pays qui s'engagent, mais il y a une bagarre qui ne dit pas son nom entre certains pays donateurs, notamment lorsqu'on prend l'Union européenne et les États-Unis qui ne parlent pas le même langage. On a l'impression que tout doit tourner autour des Nations Unies et tout. Mais de toute façon, nous sommes dans une logique où les pays du G5 Sahel ont besoin de ce financement. D'ailleurs, le processus a commencé. Il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin parce qu'il y a une partie de l'argent qui avait permis de commencer les premières frappes. Nous sommes dans une dynamique où il faut aller jusqu'au bout et pour venir à bout du terrorisme. Et les États donateurs, ils voient justement leurs propres intérêts parce que lorsqu'on prend les 5 États du G5 Sahel, chaque État
occidentale a un intérêt quelque part. Donc je pense que c'est ça qui doit être mis dans la balance pour obtenir justement ce financement. Et on espère, comme le processus a commencé, que ça va aller jusqu'au bout pour qu'on ait finalement ces sous pour lutter contre l'ennemi commun justement qui écume la partie sahélienne. Lassane, en quelques 40 secondes. Oui, Oui, je pense que le processus est lancé. Et ce serait vraiment trop osé de dire que cet argent va suffire pour lutter contre le terrorisme, le G5 Sahel. Il faut que ces pays, non, les 5 pays, au-delà vraiment des annonces des partenaires techniques et financiers, nous puissions nous-mêmes essayer de voir comment nous puissions augmenter notre contribution, parce que je pense que chaque État des 5 membres donne 10 millions. 10 millions. Moi, je pense que c'est trop petit. On peut aller au-delà de ça, parce que il faut d'abord que nous-mêmes nous comptons sur nos propres ressources, sur nos propres capacités, sur nos propres soldats, avant de pouvoir faire appel à ceux qui viennent pour nous aider, qui ne nous aident pas pour nos beaux yeux, mais qui ont quand même toujours des idées, des arrière-pensées en nous aidant. Et je pense que pour éviter et pour un peu, je ne sais pas, limiter je sais pas, notre soumission, je pense que ce serait mieux que nous puissions augmenter notre contribution de telle sorte que lorsque les partenaires techniques et financiers, lorsqu'ils viennent, c'est pour un ajout. Il ne faut pas que pour eux, ça soit la base et pour nous, ça soit l'ajout. d'accord, oui. Bougma. Je pense que nous continuons de faire le tour du monde pour chercher l'argent pour venir assurer notre sécurité. Que ce soit celle publique ou que ce soit celle transnationale, alors que la plupart des États qui composent cette bande-là ont à peu près le même âge d'indépendance que le Burkina Faso, déjà un problème. Alors, donc, mais le salut, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas forcément les fortes sommes d'argent ni l'aide étrangère qui va venir. Parce qu'à un moment donné, si ceux qui nous donnent disent que vraiment ça ne va pas bien chez nous, là, bon, ça ne va pas trop. Bon, on avait promis 15 millions, mais finalement on a 5. Hein. Prenez, allez vous débrouiller, nous serons toujours dans des difficultés. C'est mieux qu'on recherche à partir de maintenant à trouver des solutions endogènes. Cette force du G5 Sahel, depuis longtemps, on en parle, c'est maintenant que ça s'enclenche. Et dès qu'on a enclenché, et c'est quand les terroristes ont multiplié les frappes, il n'y a pas l'argent. Donc il faut attendre de l'argent. En attendant, les terroristes également s'organisent. Donc oui, moi je pense qu'il faut aller au-delà de cela. Rabo, pour le dernier mot de cette émission. Bon, moi je n'y crois pas beaucoup. Je crois que c'est de la comédie encore une fois. Bon, c'est pas cet argent-là qui va nous aider à lutter contre les terroristes. Les terroristes là sont venus d'où? Je ne sais pas, je crois qu'ils ont dû passer devant les forces françaises, les forces américaines pour venir s'installer dans le Sahel africain. Et donc si après on nous dit on va nous donner l'argent pour les chasser, bon, il aurait fallu que vous les bloquiez quoi, pour qu'ils ne viennent pas s'installer. Parce qu'on nous dit que ces puissances-là surveillent électroniquement toute la bande sahélo-saharienne à partir de petits camps militaires qui sont installés dans nos capitales. Vous voyez? Donc si ce sont ces puissances qui nous proposent encore de l'argent, bon, ce n'est pas pour vraiment nous aider. Cherchons des solutions endogènes à nos problèmes et puis je pense qu'on va en sortir. Parce que le terrorisme, ce n'est pas une fatalité. Hein. On va en finir, Inch'Allah. Bon, voilà, ce serait donc le dernier mot pour ce numéro de débat de presse. Merci à vous qui nous avez suivis. Je rappelle très rapidement que j'étais sur le plateau avec Paul Miki Rwamba de Waga FM, Lassane Ozewe Draogo des éditions Sidouaya, Bernard Bougma de Watt FM et Soumaïla Rabo de la radio Savane FM. Merci à tous et merci à vous également qui nous avez suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Wow.